Ma sœur m'a envoyé un SMS, tu ne fais plus partie de cette famille. Ne reviens pas, je suis resté là, fixant la porte verrouillée, la clé inutile à la main. Puis 2 jours plus tard, j'ai reçu un email urgent de son avocat. Je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. Avant de partager le reste de cette histoire incroyable, laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez et abonnez-vous pour suivre chaque rebondissement choquant de ma lutte pour reprendre ma vie. Vous ne croirez pas ce qui va se passer. Ayant grandi à Aix-en-Provence, la maison de ma famille était le genre d'endroit que les gens remarquaient, un colonial moderne à 2 étages qui criait le succès. Mais à l'intérieur, c'était une cocotte minute. Et j'ai vite appris qu'être Camille signifiait vivre sous un microscope. Ma sœur Clara, 5 ans plus âgée, était l'enfant en or de la famille. Elle réussissait tous les examens, charmait tous les clients, et est entrée dans l'entreprise immobilière de nos parents comme si c'était son droit de naissance. Mes parents, Martine et Philippe Duval, la vénéraient. Ma mère dirigeait l'entreprise avec une concentration de faucon, planifiant toujours 3 coups à l'avance. Mon père s'occupait des chiffres, silencieux mais inflexible, acquiesçant à tout ce que ma mère décidait. Et puis il y avait moi, l'exception, toujours à la poursuite d'un rêve différent. Ma grand-mère, Élise Duval, était ma bouée de sauvetage. Elle s'asseyait avec moi pendant des heures, esquissant des modèles de mode sur des bouts de papier, ses mains stables malgré son âge. « Camille, ne laisse personne te couper les ailes », disait-elle, sa voix douce mais féroce. Élise voyait quelque chose en moi, une étincelle qu'elle ne voyait pas en Clara ni en mes parents. Elle me glissait des échantillons de tissu, m'apprenait à coudre, et me racontait des histoires de ses propres rêves, ce qu'elle avait enterré pour élever une famille. Ces moments avec elle étaient synonymes de liberté. Un monde où je n'avais pas à être un robot de l'immobilier. Mais la liberté n'a pas duré. Quand j'avais 14 ans, Élise est tombée malade, un cancer rapide et brutal. Elle est décédée 2 ans plus tard et le vide qu'elle a laissé ne s'est jamais refermé. Après sa mort, Clara a pris le relais comme si elle l'avait attendu. Elle avait 21 ans, travaillait déjà avec ma mère chez l'agence immobilière du Valais. Soudain, elle dictait aussi les règles à la maison. Mes parents n'ont pas bronché. Ils lui ont confié les rênes, fiers de leur fille responsable. Je les entendais au dîner. Clara a conclu un autre marché aujourd'hui. Où, Clara a vraiment le sens des affaires. Pendant ce temps, mes carnets de croquis prenaient la poussière et mes rêves de créer des vêtements étaient accueillis par des soupirs agacés. La mode est un passe-temps, Camille, disait ma mère, son ton définitif. L'immobilier est ton avenir. Au lycée, la maison ressemblait à un champ de bataille. Je restais debout tard pour dessiner des tenues, les postant sur les réseaux sociaux, obtenant des likes d'étrangers qui voyaient ce que ma famille ne pouvait pas voir. Mais chaque fois que j'en parlais, Clara me fermait la porte. Tu perds ton temps, ricanait-elle, rejetant ses cheveux comme si elle possédait le monde. Mon père se contentait de hausser les épaules. Et ma mère ajoutait, les femmes du Val bâtissent des empires, pas des garde-robes. J'ai riposté avec force. J'ai rejoint le club artistique de l'école, participé à des concours de design, même en ai gagné quelques-uns. Mais plus je me battais pour ma passion, plus leur emprise se resserrait. L'université a été mon point de rupture. Je voulais étudier le design de mode, peut-être dans de grandes écoles de mode à Paris, mais mes parents avaient d'autres plans. Tu vas dans une université en province, majeure en commerce, a déclaré ma mère, faisant glisser une brochure sur la table. Clara a souri narquoisement, déjà en 3e année là-bas, en tête de sa promotion. J'ai argumenté, supplié, leur ai montré mon portfolio. Rien n'a marché. On ne va pas payer pour des bêtises d'artistes, a dit mon père, sa voix neutre. Alors, j'ai fait un compromis, ou du moins je le croyais. Je me suis inscrite en commerce, mais j'ai fait une mineure en design, travaillant la nuit dans une boutique locale pour payer les fournitures. Clara a obtenu son diplôme, a rejoint l'agence immobilière du Val à plein temps et est devenue le bras droit de ma mère. J'étais invisible, sauf quand ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans une petite start-up de mode à Marseille. Le salaire était minable, mais je créais enfin, vivant le rêve d'Élise pour moi. Je visitais ma famille pour les vacances, mais c'était toujours tendu. Clara me questionnait sans relâche, jouant toujours avec des ciseaux. Ma mère soupirait. Tu aurais déjà pu gérer des listes maintenant. Mon père parlait à peine, fixant juste son assiette. Je faisais profil bas, économisant chaque centime pour créer ma propre marque. Puis la start-up a coulé,
les financements se sont taris, et je me suis retrouvé sans emploi. Avec le loyer à payer et mes économies épuisées, je n'avais pas le choix. J'ai demandé à retourner vivre à la maison, juste pour quelques mois. Clara était furieuse. « Tu as 29 ans, Camille, pas 19, a-t-elle dit, les bras croisés dans le salon. Maman a accepté. Ce n'est pas un hôtel, mais mon père, pour une fois, est intervenu. C'est la famille, a-t-il marmonné, et ils ont cédé. J'ai emménagé dans mon ancienne chambre, promettant de rester 6 mois maximum. Dès le premier jour, ce fut l'enfer. Clara a établi des règles comme si j'étais une enfant. Couvre-feu, tâches ménagères, même un loyer que je pouvais à peine me permettre avec mes petits boulots. Ma mère surveillait chacun de mes mouvements, laissant entendre des offres d'emploi chez l'agence immobilière du Val. « Tu ne rajeunis pas, disait-elle, sa voix perçante. Mon père restait en dehors de ça, comme d'habitude. La tension montait comme une tempête. Je passais mes journées à postuler pour des emplois de designer, à présenter mon portfolio à des marques, mais chaque rejet piquait davantage sous leur toit. Clara était implacable. « Tu profites de nous, sifflait-elle, me surprenant à dessiner tard le soir. Pourquoi ne peux-tu pas grandir ? J'ai essayé de contribuer, payer ce que je pouvais, cuisiner des dîners, nettoyer, mais rien n'était suffisant. La goutte d'eau a eu lieu il y a 3 semaines. J'ai présenté une idée pour numériser les annonces de l'agence immobilière du Val, créer des visites virtuelles, peut-être même une campagne sur les réseaux sociaux. Je pensais que cela pourrait aider à montrer que je n'étais pas inutile. Clara m'a ri au nez. « Reste-en à tes crayons, a-t-elle dit, les yeux froids. Ma mère a hoché la tête et mon père a détourné le regard. Cette nuit-là, ça a explosé. J'ai dénoncé Clara, son contrôle, sa jalousie, combien elle avait toujours détesté la confiance d'Élise en moi. Elle a hurlé en retour, m'accusant de profiter, de tirer la famille vers le bas. « Tu es un échec, Camille, a-t-elle craché, son visage à quelques centimètres du mien. Élise s'est trompée à ton sujet. Ça a coupé plus profond que tout. J'ai attrapé mon sac, je suis sorti pour prendre l'air, et j'ai passé la nuit dans un motel bon marché. Le lendemain matin, j'avais un entretien d'embauche. Pas le travail de mes rêves, mais un début. J'ai envoyé un SMS à Clara, lui disant que je reviendrais pour parler, pensant que nous pourrions nous calmer. Je n'ai jamais imaginé qu'elle irait aussi loin, qu'en soirée je serais enfermé dehors de ma propre maison. J'étais sorti en trompe de notre maison familiale à Aix-en-Provence, mon sac jeté sur mon épaule, me promettant de me calmer et de lui parler plus tard. Je me suis enregistré dans un motel bon marché près du centre-ville, le genre avec des lumières clignotantes et des murs fins, pensant que je serais de retour à la maison en soirée. Le lendemain matin, j'avais un entretien d'embauche, un poste de designer junior dans une marque de mode locale. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais c'était une bouée de sauvetage, une chance de me remettre sur pied. J'ai enfilé mon meilleur blazer, pratiqué mon discours dans le miroir du motel et envoyé un SMS à Clara. Je reviens ce soir. Parlons. J'ai appuyé sur envoyer, espérant que nous pourrions atténuer la virulence de la nuit dernière. Je ne m'attendais pas à ce qui a suivi. L'entretien s'est mieux passé que je n'osais l'espérer. Le responsable du recrutement a aimé mon portfolio, a dit que mes designs avaient une touche de fraîcheur. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'optimisme. Peut-être que je pouvais me reconstruire sans les piques constantes de ma famille. J'ai quitté le bureau vers 16 heures, l'esprit plein de possibilités, planifiant ce que je dirais à Clara pour arranger les choses. J'essaie. Ok, j'ai juste besoin d'un peu de temps, ai-je répété en serrant le volant en rentrant à la maison. Je suis arrivé sur l'allée juste après 16h30, le familier colonial se dressant devant moi, ses fenêtres captant la lumière de fin d'après-midi. Tout semblait normal, trop normal. J'ai attrapé ma clé, marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai insérée dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Je l'ai agitée, pensant qu'elle était coincée, mais rien n'a bougé. Mon pouce est accéléré alors que j'essayais à nouveau, plus fort, le métal raclant inutilement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ai-je marmonné, frappant à la porte. Clara, maman, papa. Aucune réponse. Je me suis dirigé vers la porte latérale près du garage, celle que nous utilisions toujours en grandissant. Même chose. Ma clé entrait, mais ne bougeait pas. Une angoisse froide s'est installée dans ma poitrine alors que je contournais la maison vers la porte arrière, essayant une dernière fois. Rien.
Toutes les serrures avaient été changées. Debout sur la véranda arrière, j'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante et j'ai appelé Clara. Directement sur messagerie vocale. J'ai essayé ma mère, Martine, messagerie vocale. Mon père, Philippe, même chose. La panique s'est emparée de moi alors que je composais le numéro de mon cousin Antoine Dubois, qui vivait à quelques heures de route à Marseille. Antoine, quelque chose ne va pas, ai-je dit quand il a décroché, ma voix tremblante. Je n'arrive pas à entrer dans la maison. Les serrures sont différentes et personne ne répond. Il y eut une longue pause. Camille, regarde tes SMS, a-t-il dit, sont-on lourds. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et j'ai vu un nouveau message de Clara envoyé pendant mon trajet de retour. Tu ne fais plus partie de cette famille. Il disait, ne reviens pas. Tes affaires sont emballées. Viens les chercher. Samedi, de 14h à 17h. Nous ne serons pas là. J'ai fixé l'écran, les mots flouant alors que mon souffle se coupait. Ma sœur m'avait enfermé dehors de notre maison familiale. L'endroit où j'avais vécu toute mon enfance. L'endroit où j'étais revenu quand je n'avais nulle part ailleurs où aller. Malgré le choc, j'ai tapé en retour, mes doigts maladroits. Tu crois que c'est normal? Attends de voir quand je vais régler ça. C'était pure bravade. À l'intérieur, je m'effondrais. Antoine, tu étais au courant de ça, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure, le téléphone de nouveau à mon oreille. Pas avant ce matin, a-t-il dit, l'air mal à l'aise. Clara m'a appelé, a dit que vous vous étiez disputé et qu'elle en avait fini. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Fini. Elle avait changé les serrures pendant que j'étais en entretien. M'avait coupé sans un mot. Toutes mes affaires sont là-dedans, ai-je dit, ma voix craquant. Mes designs, mon ordinateur portable, mon passeport, tout. Antoine, écoute. Donne-lui un jour pour se calmer. Peut-être reste chez un ami. Je n'avais pas le cœur de lui dire que j'avais déjà dépensé tout mon argent dans le motel. J'ai raccroché et me suis assise sur les marches de la véranda, fixant la porte arrière comme si elle allait s'ouvrir par magie. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu du mouvement, Clara, le dos tourné vers moi, déplaçant de la vaisselle comme si rien ne s'était passé. Elle savait que j'étais là, et elle s'en fichait. La rage a remplacé le choc alors que je frappais à la fenêtre. Clara. J'ai crié, mais elle n'a même pas bronché. J'ai appelé à nouveau, messagerie vocale. Les téléphones de mes parents étaient toujours éteints. J'étais enfermé dehors, seul, sans nulle part où aller. La réalité m'a frappé comme un train de marchandises. Je n'étais pas seulement sans abri. J'étais effacé. Mes vêtements, mes carnets de croquis, toute ma vie était enfermée dans cette maison, et ma propre sœur avait claqué la porte. Je suis retourné au motel en voiture, mes mains tremblant si fort que j'ai failli faire une embardée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, le matelas bon marché grinçant sous moi alors que je faisais défiler mon téléphone, désespéré de me distraire. Puis j'ai vu un post sur l'Instagram de Clara, une photo d'elle, de sa mère et de son père à table dans la cuisine, souriant devant des plats à emporter. La légende, soirée en famille, rien de mieux. Mon cœur s'est brisé. Ils agissaient comme si je n'existais pas, comme s'ils ne m'avaient pas juste jeté dehors. Le lendemain matin, je me suis réveillé désorienté. L'air vicié du motel lourd dans mes poumons. Mon téléphone était déchargé. J'avais oublié mon chargeur dans la maison. J'ai utilisé le Wi-Fi du motel pour vérifier mon compte en banque, espérant pouvoir rassembler assez pour une autre nuit. C'est là que j'ai reçu le deuxième coup dur. Mon compte joint avec Clara, celui que nous avions ouvert il y a des années pour les dépenses communes, était vide. 850 € disparus. L'application bancaire montrait un retrait effectué par le titulaire principal du compte, elle, la veille. J'ai appelé la banque, ma voix tremblante. Il n'y a rien que nous puissions faire, a dit le représentant. Vous êtes un titulaire secondaire. Clara ne m'avait pas seulement enfermé dehors de la maison. Elle m'avait aussi coupé financièrement. Je me suis assise sur le lit du motel, fixant le papier peint qui s'écaillait, et essayant d'élaborer un plan. Je n'avais pas d'emploi, pas d'économie, et maintenant pas de maison. J'ai envoyé un email à l'entreprise de mode de mon entretien pour demander des nouvelles, mais j'ai reçu une réponse automatique disant qu'il me recontacterait la semaine prochaine. J'ai appelé Antoine à nouveau, espérant qu'il avait entendu quelque chose. Clara ne cède pas, a-t-il dit. Elle m'a dit que tu étais ingrate,
que tu profitais d'eux. J'ai essayé de parler à tante Martine, mais elle est du côté de Clara. Profiter. J'avais payé ce que je pouvais, travaillé d'arrache-pied pour contribuer, mais pour eux, je n'étais rien. À midi, je suis retourné à la maison, espérant surprendre quelqu'un en train de partir. L'allée était vide. Ma mère et mon père étaient probablement au bureau. Clara en pleine visite. Je me suis assise dans ma voiture, fixant la fenêtre de ma chambre d'enfant, me demandant comment on en était arrivé là. Une voisine, Madame Leclerc, m'a fait signe depuis son jardin. Camille, tout va bien, a-t-elle appelé, les sourcils froncés. J'ai forcé un sourire. L'humiliation me brûlait les joues. Juste enfermé dehors, ai-je dit, restant vague. Elle a hoché la tête mais n'a pas insisté, et je suis parti, me sentant plus petite que jamais. Cet après-midi-là, j'ai utilisé l'ordinateur du motel pour chercher un emploi, postulant à tout, vente au détail, serveuse, même travail temporaire. Chaque clic semblait une capitulation, mais je n'avais pas le choix. Mon téléphone a vibré avec un nouvel email, et mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu l'expéditeur, cabinet Bertrand et Associés, objet, urgent, trust familial Duval. Je l'ai ouvert, m'attendant à une menace légale de Clara, mais les mots n'avaient pas de sens. Il mentionnait ma grand-mère, Élise Duval, et un trust dont je n'avais jamais entendu parler. Veuillez nous contacter immédiatement, disait la fin, listant un numéro pour maître Bertrand. J'ai fixé l'écran, mon esprit s'emballant. Qu'avait fait Élise? Et pourquoi l'avocat de Clara me contactait-il maintenant? Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là. J'étais allongé sur le lit du motel, fixant le plafond, rejouant chaque souvenir de mamie Élise. Elle avait été mon refuge, la seule qui me voyait quand ma famille ne me voyait pas. Je me suis souvenu de sa dernière visite un an avant qu'elle ne décède, quand elle m'avait tiré à part lors d'un dîner de famille. Camille, promets-moi que tu continueras à créer, elle avait murmuré, ses yeux féroces. Peu importe ce qu'ils disent. J'avais hoché la tête, pensant que c'était juste son encouragement habituel. Maintenant, avec cet email, je me demandais si elle avait voulu dire quelque chose de plus. Élise savait-elle que Clara ou mes parents essaieraient de me briser? Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de Bertrand et Associés dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, un bâtiment de verre élégant qui me donnait l'impression d'être à ma place dans ma blouse froissée et mon jean délavé. Mon estomac se tordait alors que je montais dans l'ascenseur jusqu'au 10e étage, serrant mon téléphone comme une bouée de sauvetage. La réceptionniste, une femme raffinée d'une quarantaine d'années, m'a conduite dans une salle de conférence avec des fauteuils en cuir et une vue sur le massif montagneux. Maître Bertrand est entré quelques instants plus tard, grand, aux cheveux argentés, son costume assez impeccable pour couper du verre. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue, a-t-il dit, me faisant signe de m'asseoir. Je comprends que vous êtes dans une situation difficile. C'est un euphémisme, ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne le voulais. Ma sœur m'a enfermé dehors de notre maison familiale, et maintenant je reçois des emails de son avocat. Que se passe-t-il? L'expression de maître Bertrand n'a pas vacillé. Je ne suis pas l'avocat de votre sœur, mademoiselle Dubois. Je représente le trust Élise Duval, établi par votre grand-mère avant son décès. Mon souffle s'est coupé. Un trust? Élise n'avait jamais rien mentionné de tel. Maître Bertrand a ouvert un épais dossier sur la table. Votre grand-mère était une femme remarquable, a-t-il dit. Elle a créé ce trust pour protéger ses actifs, y compris la maison familiale, et pour s'assurer que ses volontés seraient honorées, en particulier pour vous. Je me suis penché en avant, mon cœur battant la chamade. Quelle volonté? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Maître Bertrand a glissé un document sur la table, son jargon juridique dense mais clair. En un mot, la maison d'Aix-en-Provence, celle dont Clara m'avait enfermé dehors, appartenait au trust Élise Duval, pas à mes parents ni à ma sœur. La condition principale, a expliqué maître Bertrand, est que la maison reste une résidence pour tous les membres directs de la famille Duval, y compris vous, Camille, chaque fois que vous en avez besoin. Votre sœur et vos parents, Martine et Philippe, sont les fiduciaires, mais leurs droits d'y vivre dépendent de votre accès garanti. Les mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. La maison ne leur appartenait pas. Elle appartenait à Élise, et elle s'était assurée que j'y aurais toujours une place. Alors, le fait que Clara ait changé les serrures, c'est contre le trust? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Maître Bertrand a hoché la tête. Précisément.
Lorsque vos clés n'ont pas réussi à ouvrir les portes, cela a déclenché une alerte dans le système de surveillance du trust. Votre grand-mère a anticipé les tensions familiales potentielles. Je me suis assise, abasourdie. Élise l'avait vu venir. Elle avait su que la jalousie de Clara, le contrôle de mes parents, pourrait dégénérer en quelque chose comme ça. Il y a plus, a poursuivi Maître Bertrand, sortant un autre document. Le trust comprend un fonds financier désigné pour vos activités créatives, spécifiquement le design de mode. Selon nos dossiers, vous n'avez jamais accédé à ces fonds malgré le fait d'avoir travaillé plusieurs emplois pour soutenir votre carrière. Ma mâchoire est tombée. Un fonds pour moi? Ai-je murmuré, mon esprit retournant aux nuits de serveuse à l'université pour acheter du tissu, me serrant la ceinture pendant que Clara et mes parents regardaient, sans jamais mentionner un centime. Le visage de Maître Bertrand s'est assombri. En tant que fiduciaire, votre famille était obligée de vous informer de ce fonds. Nous avons découvert des retraits, importants, qui ne correspondent pas à son objectif. Il a glissé un résumé financier, et mes yeux se sont fixés sur le total, 120 000 € siphonnés du trust sur 4 ans, dépensés pour des rénovations de la maison, une nouvelle cuisine, une suite parentale, une terrasse arrière. Ils ont utilisé mon argent pour rénover la maison, ai-je dit, ma voix neutre, la trahison s'enfonçant comme une lame. Maître Bertrand a hoché la tête. Il semble que oui. Cela constitue un manquement grave aux obligations fiduciaires. Nous menons un audit complet, mais les conclusions préliminaires sont préoccupantes. J'ai senti la pièce pencher, le poids de leur tromperie m'écrasant. Non seulement Clara m'avait enfermé dehors d'une maison qu'elle n'avait pas le droit de contrôler, mais elle et mes parents avaient volé dans un fonds que Élise destinait à moi, à mes rêves. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Pourquoi me contactez-vous maintenant? Maître Bertrand s'est penché en avant. Le trust dispose de garde-fous. Un contact local, quelqu'un en qui Élise avait confiance, a signalé le verrouillage. Nous avons recoupé avec le système d'alerte de la clé et avons agi immédiatement. Un contact local? Mon esprit a pensé à Madame Leclerc, la voisine qui m'avait fait signe hier, ses yeux pleins d'inquiétude. Élise l'avait-elle chargée de veiller sur moi? Avant que je puisse demander, Maître Bertrand m'a tendu une clé USB. Ceci contient les documents du trust et une lettre personnelle de votre grand-mère, a-t-il dit. Lisez-les attentivement avant de décider de vos prochaines étapes. J'ai pris la clé, mes mains tremblantes, et j'ai quitté le bureau dans un état second, l'horizon d'Aix-en-Provence flouant derrière la fenêtre. De retour au motel, j'ai branché la clé USB sur l'adaptateur de mon téléphone, le cœur battant la chamade alors que j'ouvrais la lettre d'Élise, datée de 6 mois avant sa mort. Ma très chère Camille, elle a commencé, son écriture familière remplissant l'écran. Si tu lis ceci, les choses ont mal tourné, et pour cela, je suis désolé. J'ai vu ta famille essayer de te façonner en quelqu'un que tu n'es pas. Et j'ai craint que leur contrôle ne se resserre après mon départ. Ce trust est ma façon de te donner des ailes, même de l'au-delà. La maison est la tienne, pour toujours. Et le fonds est pour tes créations, le travail de ton cœur. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse qu'ils ne l'admettront jamais. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Tout mon amour, mamie Élise. Je l'ai lu 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Élise ne m'avait pas seulement aimé. Elle avait construit une forteresse pour me protéger, sachant que la jalousie de Clara pouvait devenir vicieuse. J'ai appelé Antoine, mon cousin, ayant besoin d'entendre une voix familière. Tu savais pour ce trust, ai-je demandé, ma voix nouée. Il a hésité. Pas les détails, mais mamie Élise parlait beaucoup de toi avant de décéder. Elle disait que Clara était jalouse. Ça l'avait toujours été, depuis que vous étiez petite. Élise t'a donné ses carnets de croquis, sa trousse à couture, des choses que Clara voulait. Les pièces se sont mises en place. Les remarques dédaigneuses de Clara, sa fureur quand je mentionnais Élise. Ce n'était pas juste du contrôle. C'était du ressentiment qui couvait depuis des années. Clara a essayé de faire changer le testament d'Élise, a ajouté Antoine, sa voix basse. Élise a refusé. Je pense que c'est pour ça que Clara est si dure avec toi maintenant. J'ai raccroché, mon esprit tourbillonnant. Le trust d'Élise n'était pas seulement une question d'argent ou de maison. C'était sa façon de prendre ma défense, de me donner une chance de riposter. Mais quoi maintenant? Maître Bertrand avait mentionné des options, faire appliquer le trust, forcer Clara à me laisser rentrer, ou quelque chose d'autre.
Je n'étais pas sûr de vouloir vivre sous le même toit que ma sœur. Pas après ça. Mais une chose était claire. Je ne pouvais pas les laisser s'en tirer. Élise avait cru en moi, et pour la première fois depuis ce message de Clara, j'ai ressenti une étincelle de détermination. Je ne me battais pas juste pour une clé de maison. Je me battais pour ma vie, pour les rêves que mamie Élise savait que je pouvais poursuivre. La lettre de mamie Élise, ces mots sur mon courage, ont ravivé une étincelle que j'avais enfouie depuis longtemps. Clara était allée trop loin, en m'enfermant dehors de notre maison familiale à Aix-en-Provence et en pillant un trust destiné à me protéger. Avec les documents du trust Élise Duval comme bouclier, j'étais prête à l'affronter. Maître Bertrand, l'avocat du trust, a organisé une réunion au bureau de son cabinet, un terrain neutre pour ceux qui, je le savais, allaient être explosifs. Concentrez-vous sur les faits, Camille, a-t-il dit au téléphone, sa voix ferme. Le trust parle plus fort que les mots. Mon cœur battait la chamade, mais je me suis préparé au combat à venir, sachant que mamie Élise était avec moi en esprit. La réunion était prévue pour mardi, 10 h, 5 jours après que j'ai découvert le trust. J'ai passé ces jours à décortiquer chaque page des documents, gravant les violations dans ma mémoire. La maison n'appartenait pas à Clara ou à mes parents. Elle appartenait au trust, et mon droit d'y vivre était absolu. Le fonds financier, 120 000 € siphonnés pour des améliorations de la maison, était une trahison que je ne pouvais pas ignorer. J'ai appelé mon cousin Antoine Dubois pour m'assurer qu'il serait là. Je te soutiens, Cam, a-t-il dit, son ton résolu. Mamie Élise aurait voulu que tu te défendes. Ces mots m'ont rassuré, mais la pensée d'affronter le regard de Clara et le silence de mes parents me nouait l'estomac. Mardi matin, je suis arrivé tôt au bureau de Bertrand et associés, mon blazer emprunté ressemblant à une armure. La salle de conférence était austère, une table en acajou poli, de hautes fenêtres et un air épais d'anticipation. Maître Bertrand m'a accueilli, son costume impeccable, et m'a présenté mademoiselle Dubois, une associée qui prenait des notes. Un conseiller financier de l'équipe du trust était assis, prêt avec les dossiers d'audit. À 10 h précises, la porte s'est ouverte et ma famille est entrée. Clara a marché la première, le menton haut, les yeux froids. Martine et Philippe ont suivi, leurs visages fermés, suivis de leur avocate, Maître Mercier, une amie de la famille dont le sourire n'atteignait pas les yeux. Antoine s'est glissé en dernier, m'adressant un rapide signe de soutien. La tension montait dans la pièce alors que nous nous asseyions. Clara fixait ses ongles, m'évitant. Martine serrait son sac à main, ses jointures blanches, tandis que Philippe gardait les yeux sur la table, la mâchoire serrée. Maître Mercier a ajusté ses lunettes, son attitude calme. Maître Bertrand a ouvert les débats, sa voix coupant le silence. Nous sommes ici pour aborder les manquements au trust Élise Duval, à savoir le déni des droits de résidence de Camille Duval et l'utilisation abusive des fonds désignés. Les lèvres de Clara ont tremblé, mais elle a gardé le silence. Maître Bertrand a distribué les documents du trust, leurs pages lourdes de vérité. Le trust impose l'accès de Camille à la maison familiale. Changer les serrures est une violation claire. Maître Mercier s'est penché en avant, son ton mesuré. Mes clients regrettent tout malentendu concernant les serrures, mais il s'agissait d'une affaire familiale, pas d'un manquement délibéré. Le regard de Maître Bertrand s'est aiguisé. Une affaire familiale ne justifie pas d'exclure un bénéficiaire pendant 5 jours sans recours. Il a hoché la tête vers le conseiller financier qui a affiché une feuille de calcul accablante. Notre audit révèle 120 000 € retirés du fonds créatif de Camille, dépensés pour des rénovations de la maison, une nouvelle cuisine, une suite parentale, une terrasse arrière. Les chiffres brûlaient dans la pièce, inattaquables. Clara a brisé son silence, sa voix perçant l'air. Cet argent a amélioré la maison dont Camille a bénéficié. J'ai répliqué, incapable de me contenir. Bénéficier ? Je suis sans abri, Clara. Tu as pris mon argent, l'argent de mamie Élise, pour tes améliorations de luxe. Ses yeux ont lancé des éclairs, mais Martine a interjeté, sa voix tremblante. Camille, nous pensions à l'avenir de la famille. Philippe a donné un bref hochement de tête, son silence plus éloquent que des mots. Maître Mercier a tenté de changer de sujet. Il s'agissait d'erreurs administratives, pas d'une utilisation intentionnelle. La réponse de Maître Bertrand fut de l'acier. Détourner des fonds destinés à la carrière de Camille sans son consentement est un manquement fiduciaire, pas une erreur. La voix d'Antoine a retenti, calme mais perçante. Mamie Élise m'a parlé du trust avant de mourir.
Elle voulait que Camille soit en sécurité, surtout de ça. Il s'est tourné vers Clara, impassible. Tu l'as forcé à réécrire son testament, n'est-ce pas? Pour exclure Camille. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Clara s'est vidé de ses couleurs, ses mains agrippant la table. C'est absurde, a-t-elle craché, mais sa voix tremblait. Antoine a continué. Élise a dit que tu étais jalouse, amère, qu'elle lui avait donné ses carnets de croquis, sa confiance, son cœur. La respiration de Martine s'est coupée, et Philippe a fixé Clara, son calme se fissurant. Maître Bertrand a saisi l'occasion. Les actions de Mademoiselle Duval ont activé les garde-fous du trust. Nous avons des messages textes, des relevés bancaires et des factures de rénovation. Il a tendu un dossier à Maître Mercier, dont les yeux ont parcouru les preuves, sa confiance vacillant. Camille, a dit Maître Bertrand, se tournant vers moi. Voudriez-vous parler? J'ai affronté le regard de Clara, ma voix ferme malgré la tempête intérieure. Vous m'avez contrôlé toute ma vie, toi, Martine, Philippe. Vous avez enterré mes rêves, m'avez enfermé dehors quand j'avais besoin de vous. Et pire que tout, vous avez trahi mamie Élise. Elle vous a fait confiance pour me protéger, mais vous avez volé 120 000 € destinés à mes créations. Les yeux de Clara ont flamboyé. Tu es égoïste, Camille. Nous t'avons donné une maison, un avenir, et tu l'as gâché avec tes dessins ridicules. Ces mots ont fait mal, mais j'ai tenu bon. Ce ne sont pas des dessins, Clara. C'est ma vie. Mamie Élise l'a compris, même si tu ne le comprendras jamais. Les larmes de Martine ont coulé. Nous voulions juste que tu prospères, a-t-elle dit, la voix brisée. J'ai secoué la tête. Non, Martine, vous vouliez que je sois Clara, que je corresponde à votre moule. Ça, c'est du contrôle, pas de l'amour. Philippe est resté muet, son visage marqué par la honte, n'offrant aucune défense. Maître Bertrand est intervenu, son ton inflexible. Élise a prévu ce conflit. Sa lettre, partagée avec toutes les parties, détaille ses inquiétudes concernant le comportement contrôlant. Il a distribué des copies, et alors que Clara lisait les mots de mamie Élise, sa défiance s'est évanouie. La lettre était crue, exposant sa jalousie et la complicité de mes parents. Maître Mercier a chuchoté à Clara, qui a hoché la tête fermement, la mâchoire serrée. Maître Bertrand a changé de sujet. Nous avons besoin d'une voix à suivre qui respecte le trust. Camille, votre proposition. J'ai sorti un document, ma voix calme mais résolue. Je ne cherche pas la vengeance. Je veux la liberté. Premièrement, le trust achète un appartement pour moi, en utilisant le fonds créatif que vous avez siphonné. Je construirai ma carrière à ma façon. Deuxièmement, vous gardez la maison, mais un fiduciaire indépendant supervisera chaque centime pour éviter tout vol futur. Troisièmement, nous nous séparons. Pas de contact, pas de manipulation, plus de mensonges. Les yeux de Clara se sont écarquillés, son souffle court. Les larmes de Martine coulaient silencieusement, et Philippe fixait le sol. Maître Mercier a consulté Clara, qui a secoué la tête. Et si nous refusons, a demandé Clara, sa voix basse. Maître Bertrand a répondu, ces mots précis. Les termes du trust seront appliqués, révocation des fiduciaires, récupération des fonds détournés et expulsion possible de la maison. L'expression de Maître Mercier s'est durcie, et elle a consulté Martine et Philippe. Après un silence tendu, elle a parlé. Nous examinerons la proposition dans les 48 heures. Maître Bertrand a hoché la tête. Le trust exige une résolution rapide. Alors que la réunion se terminait, Clara s'est levée, me dépassant sans un regard. Martine a marqué une pause, ses yeux implorants. Camille, nous ne voulions pas que ça arrive, a-t-elle dit doucement. J'ai rencontré son regard, impassible. Mais c'est arrivé, Martine, et vous l'avez permis. Elle a tressailli, puis est partie. Philippe est resté un instant, sa voix à peine audible. J'ai échoué, a-t-il dit, plus à lui-même, avant de suivre. Antoine est resté, sa main sur mon épaule. Tu es incroyable, Cam, a-t-il dit. Mamie Élise aurait applaudi. J'ai forcé un sourire, le cœur lourd de soulagement et de perte. Maître Bertrand m'a escorté jusqu'à l'ascenseur. Vous avez changé la donne, Camille, a-t-il dit. Ce n'est pas une mince affaire. J'ai serré les documents, le poids de ma position s'enfonçant. J'avais affronté Clara,
mes parents et leurs mensonges, les tenant responsables. Mais le combat n'était pas terminé. Pas avant que la proposition ne soit signée. Pas avant d'avoir mon propre terrain où me tenir. Alors que l'ascenseur descendait, j'ai pensé à mamie Élise, à sa foi inébranlable en moi, et j'ai su que ce n'était que le début. 47 heures après la réunion, Maître Bertrand a appelé avec une nouvelle qui m'a donné l'impression qu'un poids s'envolait de ma poitrine. Ma famille avait signé la proposition. Clara, Martine et Philippe avaient accepté mes conditions. Le Trust Élise Duval m'achèterait un appartement en utilisant les fonds du compte créatif qu'ils avaient siphonné. Ils garderaient la maison familiale à Aix-en-Provence, mais un fiduciaire indépendant surveillerait chaque centime, et surtout, nous nous séparerions, sans contact, sans lien, sans plus de bataille. Ce n'était pas la victoire dramatique à laquelle je m'étais à moitié attendu, avec des larmes et des excuses. C'était plus silencieux, plus désordonné, mais c'était le mien. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à leur contrôle et j'avais gagné. Un mois plus tard, je me tenais dans le salon de mon nouvel appartement, un 2 pièces modeste dans un quartier animé d'Aix-en-Provence. La lumière du soleil se déversait à travers de grandes fenêtres, éclairant les murs nus que je remplirais bientôt de mes propres créations. L'espace était petit, mais semblait illimité, une toile pour une vie que je pouvais façonner sans l'ombre de Clara ou les attentes de mes parents. Le Trust avait couvert l'achat et mis en place une allocation mensuelle pour me permettre de vivre pendant que je me reconstruisais. Mes affaires, autrefois prises en otage dans la maison familiale, sont arrivées un samedi après-midi tendu. Antoine m'a aidé à décharger son pick-up rempli de boîtes de carnets de croquis, d'échantillons de tissus et de mon ordinateur portable. Clara n'était pas là. Elle avait laissé la clé chez une voisine, m'évitant complètement. Martine a envoyé un SMS sec, « Nous espérons que tu vas bien ». Je n'ai pas répondu. Philippe n'a rien dit, comme toujours. Déballer a semblé être une façon de récupérer des morceaux de moi-même. J'ai trouvé l'ancien nécessaire à couture de mamie Élise, rangé dans une boîte avec sa note, pour ma petite designer. J'ai suivi son écriture, les larmes me montant aux yeux. Elle savait que j'aurais besoin de ça, pas seulement de l'appartement ou de l'argent, mais du courage de me libérer. Cette nuit-là, je me suis assise en tailleur sur le sol, esquissant ma première collection pour une marque de mode que je rêvais de lancer. Chaque ligne ressemblait à une promesse faite à Élise, à moi-même, que je ne laisserais pas leur trahison me définir. Le plus difficile n'était pas le silence de ma famille. C'était le vide qu'ils laissaient. J'avais passé des années à chercher leur approbation, à me plier pour correspondre à leur moule. Lâcher prise a semblé perdre un membre, même si c'était un qui avait toujours fait mal. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Martin, une femme chaleureuse spécialisée dans les dynamiques familiales. Vous réécrivez votre histoire, Camille, a-t-elle dit lors de notre première séance. Sa voix douce mais ferme. C'est douloureux, mais c'est puissant. Elle m'a aidé à démêler la culpabilité, cette voix lancinante qui disait que j'avais brisé la famille. Ils ont fait des choix, m'a-t-elle rappelé. Vous faites les vôtres. Lentement, j'ai appris à laisser le passé s'en aller, à voir leur contrôle comme leur fardeau, pas le mien. Antoine est devenu mon ancre. Nous n'avions jamais été proches en grandissant. Il était plus âgé, vivait à Marseille. Mais le Trust nous a rapprochés. Un week-end, autour d'un café, il m'a parlé de mamie Élise. Elle s'inquiétait pour toi, a-t-il dit, remuant son latte. La jalousie de Clara n'était pas nouvelle. Élise le voyait quand vous étiez petite. Comment Clara en voulait du temps qu'elle passait avec toi? J'ai hoché la tête, me souvenant des remarques dédaigneuses de Clara sur les carnets de croquis d'Élise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé. Antoine a haussé les épaules, ses yeux doux. Je pensais que tu t'en rendrais compte, et tu l'as fait. Nous avons ri, un rare moment de légèreté, et j'ai réalisé qu'il était de la famille d'une manière que Clara ne pourrait jamais être. Avec l'appartement comme base, je me suis consacré à ma carrière. L'allocation du Trust m'a permis de respirer, me donnant les moyens de poursuivre des opportunités dont je n'avais autrefois que rêvé. J'ai postulé à un programme d'accélérateur de mode, présentant ma collection, des designs audacieux et vibrants, inspirés par la scène artistique d'Aix-en-Provence. À ma grande surprise, j'ai été accepté. Le programme m'a mis en contact avec des mentors, des fournisseurs de tissus et une petite équipe pour concrétiser ma vision. J'ai lancé ma marque, l'Atelier d'Élise, en hommage à l'héritage de mamie Élise. Ma première mise en vente en ligne s'est vendue en quelques jours, et les commandes ont continué d'affluer. Une boutique locale m'a contacté, souhaitant stocker mes pièces.
Ce n'était pas la gloire ou la fortune, pas encore, mais c'était un début, la preuve que je pouvais construire quelque chose de réel. Le plus grand changement fut mon sentiment de chez moi. Pendant des années, je l'avais lié à cette maison à Aix-en-Provence, à une famille qui ne m'avait jamais vraiment vu. Maintenant, je construisais un nouveau chez moi, non pas de sang, mais de choix. Antoine venait souvent, apportant des histoires de sa propre vie, de ses propres rêves. Je me suis fait des amis dans le programme de mode, des artistes et des créateurs qui applaudissaient mes victoires et partageaient mes croquis de fin de soirée. Le docteur Martin est devenu une guide, m'aidant à établir des limites dont je n'avais jamais su avoir besoin. La famille n'est pas là où l'on est, a-t-elle dit un jour, ces mots faisant écho à ceux d'Élise. C'est là où l'on est libre d'être soi. 6 mois après le règlement, ma vie me semblait m'appartenir. Clara, Martine et Philippe se sont estompés en arrière-plan. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. J'ai appris par Antoine que Clara avait du mal à s'adapter à la nouvelle supervision du fiduciaire indépendant, son contrôle sur la maison s'amenuisant. Martine a commencé une thérapie, gérant son rôle dans notre rupture. Philippe est resté silencieux, mais Antoine a dit qu'il semblait regretteux, portant un poids qu'il n'exprimerait jamais. Je ne m'y suis pas attardé. Leurs choix étaient les leurs. Les miens étaient ici, dans mon appartement, mon studio, mes créations. Un matin, alors que je me préparais pour une réunion avec un investisseur potentiel, j'ai reçu un email qui m'a figé. Une invitation à présenter l'atelier d'Élise lors d'une exposition de mode régionale. C'était le genre d'opportunité que j'avais à peine osé imaginer. Je me suis tenu dans mon appartement, mes croquis éparpillés sur la table, et j'ai pris une photo encadrée de mamie Élise, son sourire féroce et savant. « Tu avais vu ça, n'est-ce pas » ai-je murmuré, la voix nouée. « Tu savais que je pouvais le faire. » À cet instant, je l'ai senti avec moi, sa foi, une main ferme sur mon épaule. Alors que je sortais, portfolio à la main, j'ai jeté un coup d'œil autour de mon appartement, ma maison, mon sanctuaire. Mamie Élise m'avait donné plus qu'un trust. Elle m'avait donné la chance de briser un cycle de contrôle et de tracer ma propre voie. La route devant moi n'était pas facile, mais elle était la mienne, construite sur la vérité et le courage. J'ai fermé la porte derrière moi, prête à affronter ce qui allait suivre, sachant que j'étais enfin à ma place.